Salut Maxime, Salut, tu vas bien? écoute, tout va bien. Donc toi aujourd'hui tu es le PDG de Simplicity. Donc je vais te laisser te présenter et nous présenter cette société. Ouais, bah écoute, déjà merci de me recevoir. Donc moi je suis Maxime Bérard, j'ai 36 ans, je suis arrivé chez Simplicity il y a 6 ans en tant que DG. On était à l'époque une filiale du groupe Berthaud, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Depuis on est une entreprise un peu plus autonome, on va dire. On est 200 collaborateurs, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires environ. On se présente en fait comme un partenaire technologique pour les territoires connectés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on est un acteur de la tech, enfin, clean tech, si on met des beaux anglicismes là-dessus. Et concrètement, on fournit des outils technologiques pour aider les collectivités et des acteurs privés qui servent les collectivités dans leur fonctionnement autour des métiers de la collecte des déchets, de l'environnement au sens large, de la mobilité des personnes et de l'eau et des réseaux. J'aurai peut-être l'occasion d'échanger plus, mais du coup, autour des métiers infra, avec des clients publics ou parapublics, on fournit principalement du software et on a aussi un peu une activité, enfin, on a aussi une partie qui est sur du hardware, sur capter ces données, et une partie étude pour accompagner nos clients dans l'utilisation de ces données. Majoritairement vous êtes du coup sur un business model d'éditeur où il y a une grosse partie d'intégration quand même. Non, non, enfin, on est éditeur très principalement. Après, bien sûr, comme tout bon éditeur métier, on se retrouve imbriqué à intégrer des choses et ainsi de suite dans nos solutions. Mais non, on est principalement éditeur et toute la partie embarquée, enfin hardware, pareil, c'est des choses dont on est propriétaire, donc on met des lignes de code dans du hardware, mais qu'on a développé nous-mêmes. Et voilà, et on est basé à Aix-en-Provence aussi. J'ai oublié de le mentionner dans la présentation. D'accord. Encore un acteur du territoire. Pour bien comprendre un peu toi ton histoire, tu as quel background et qu'est-ce qui fait que tu arrives à 30 ans pour prendre la direction de cette PME? Alors, il y a un peu de chance. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Donc moi, je suis de formation ingénieur. J'ai fait double diplôme commerce, donc j'étais en parallèle à l'ESCP. Suite à ça, j'ai démarré ma carrière en conseil chez McKinsey. Donc je suis resté plusieurs années avec un profil assez international. J'ai passé notamment pas mal de temps en Afrique et dans des endroits où McKinsey avait pas de bureau. Donc c'était des missions un peu plus entrepreneuriales que la moyenne. Je suis parti ensuite en MBA pendant un an à Singapour à l'INSEAD. Et quand je suis revenu, je devais retourner chez McKinsey, mais j'ai eu une opportunité qui fait que je suis jamais retourné, même si Ouais. j'y étais pas malheureux. Et donc j'ai rejoint en fait un acteur du véhicule connecté. Donc c'était une boîte qui était sous fonds d'investissement anglo-saxon, Summit, et qui a par la suite été racheté par Michelin, qui était vraiment sur le fait d'équiper des flottes de véhicules pour remonter de la data. Et donc pareil, un business model hybride entre du hardware et du software, avec toujours une finalité SaaS quand même. Et voilà, donc j'ai fait ça pendant 4 ans. J'ai créé à l'intérieur de ça une BU qui était sur le consulting et qu'est-ce qu'on faisait de ces données. Donc ça m'a permis d'avoir un premier PNL. Et suite à ça, j'ai été chassé pour rejoindre Simplicity que je connaissais pas spécialement parce que du coup, même si le business model était proche, la stratégie de Simplicity est beaucoup plus métier, beaucoup plus verticale. Donc on s'était pas spécialement croisés. Et voilà, et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à Avignon. J'habite à Avignon. Et enfin voilà, sans forcément d'expérience préalable sur cette géographie, sans trop connaître, et à relever ce défi quoi. Donc voilà, donc c'était plutôt on va dire un peu de fil en aiguille, les choses se sont faites, sachant que moi mon projet à moyen terme était de reprendre une boîte, en tout cas la partie on va dire PME en région était toujours un truc qui m'avait pas mal attiré, et j'ai eu l'occasion de le faire voilà sous cette forme, même si c'est pas la notion de reprendre capitalistiquement en tant que tel, mais en tout cas le fait de pouvoir mener un projet à partir d'un existant plutôt que de démarrer de zéro quoi. C'est deux expériences très différentes. Qu'est-ce qui justement, quand tu es arrivé dans ce rôle, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué particulièrement, toi, par rapport à ton vécu? Alors forcément, donc je suis pas revenu sur tout le détail et ainsi de suite, mais Simplicity dans sa forme originelle existe depuis 1995. Donc D'accord. à l'époque, ça faisait 800 000 euros enfin de chiffre d'affaires en 2007. Donc
c'est une boîte qui s'est développée, on va dire, dans le temps. Après, il y a eu des acquisitions, donc des ajouts et ainsi de suite. Mais en tout cas, ce qui est certain, quand je suis arrivé en 2019, où ça faisait à peu près 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et une centaine de personnes, il y avait déjà en fait un historique. Donc le premier point, c'était comment est-ce qu'on arrive à faire évoluer les choses, parce que forcément, il y avait des caps à passer. Je prends des exemples. Il y avait pas de CRM par exemple, ou il y avait un ensemble de choses qui étaient à structurer. Et donc l'idée c'était à la fois de faire évoluer les choses sans tout casser, parce qu'il y avait quand même plein de choses qui tournaient très bien et toute une base client, une réputation, une marque et des produits qui étaient reconnus sur le marché, et un actif aussi technologique qui était assez important. Et donc voilà. Donc ça c'était le premier point. Enfin, en tout cas la première grande question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer les choses, parce que c'était nécessaire. Et en même temps, on arrive à garder une continuité. Donc ça, c'était un peu le fil rouge. Après, forcément, en se structurant, il y a d'autres personnes qui sont entrées dans l'aventure, en direct par des recrutements ou via les acquisitions qu'on a fait ensuite. Et donc ça, c'est un peu toujours un renouvellement à chaque fois, toute cette partie-là. Mais voilà, je dirais que c'est ça le principal point. Et après, moi, mon focus, il a toujours été sur le fait de simplement d'avoir les bonnes personnes, parce qu'après derrière, ça déroule quand même un petit peu plus vite. Et donc, ça a été, selon les cas, renforcer ce qui était déjà bien fait ou donnant encore plus de responsabilités, coacher ou redresser un petit peu plus le focus sur certains sujets, ou mettre les bons joueurs au bon endroit sur le terrain quand c'était pas le cas, et aussi après faire rentrer du sang neuf. Sachant que pareil, je suis pas rentré dans le détail dans ma présentation succincte, mais du coup on a vraiment un mix de personnes qui sont arrivées récemment parce que l'entreprise s'est développée, et de personnes qui sont là depuis le début de l'aventure. Et voilà. Et donc et c'était pareil pour moi à 30 ans, comme tu l'as mentionné. L'idée c'était à la fois d'apporter un petit peu de fraîcheur et de faire entrer aussi des profils un peu différents qui auraient peut-être pas connu Simplicity autrement, et en même temps de composer avec les gens qui étaient là, qui avaient plein de talents, plein de connaissances, notamment du métier, quoi. Peut-être pour revenir un peu, est-ce que tu peux nous donner un exemple de qui sont vos clients et qu'est-ce que vous faites concrètement pour eux pour qu'on puisse bien se projeter? Ouais, alors on a différents cas d'usage. Donc maintenant on a un catalogue de solutions, même si elles sont interconnectées, et qu'il y a un fil rouge qui est là, vraiment la ville intelligente. On a à peu près une vingtaine de solutions. Donc nos clients, c'est à peu près 50% des collectivités. D'accord? Et donc ça va être à la fois des très grandes agglos. Enfin, typiquement, on fait quelques trucs à Paris, mais sinon nos deux grands clients majeurs historiques sont Bordeaux et Lyon. Voilà, on a aussi pas mal de choses sur Marseille désormais via une acquisition de 2024. Et après, par moment, on a des toutes petites communes qui permettent de progresser en géographie française quand on débarque sur le sujet. Et donc, généralement, elles se regroupent entre elles, donc ça fait des communautés de communes ou autres. Voilà. Donc, c'est assez éclaté. On est majoritairement en France, mais on a aussi du coup de facto des choses dans les dom-toms, et puis un petit peu d'international, mais ça on en reparlera peut-être ensuite. Et donc ça, c'est 50% de notre business, et c'est à peu près 50% du marché qu'on adresse par construction. Et 50%, du coup, c'est des acteurs privés. Donc c'est des gens qui vont servir ces agglos quand la compétence de la gestion des déchets ou la distribution de l'eau, par exemple, est déléguée. Donc là, ça va être les deux têtes de pont auxquelles on pense, c'est Veolia et Suez. Mhm. Après, on a pas mal, on a des gens comme Paprec aussi qui sont un gros client, puis des ETI, on va dire familiales, à la fois dans la collecte des déchets, dans cette partie eau, ou dans la mobilité des personnes, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la typologie de clients. Donc on a vraiment, c'est vraiment bicéphale entre gérer avec la commande publique des appels d'offres, et en parallèle gérer avec des grands comptes, enfin des groupes qui du coup ont des process tout à fait différents, mais qui pour autant eux-mêmes sont quand même câblés à répondre au marché public. Voilà. Et Et, pour répondre à, ouais. et du coup, en fait, par rapport à votre, enfin, c'est une petite parenthèse qu'on peut faire sur l'approche commerciale, d'avoir un business model pour des côtés le public et un business model pour le privé. Est-ce que ça pose des problèmes d'organisation des forces commerciales et peut-être comment, au sein de Simplicity, vous les avez organisées? Alors c'est un vaste sujet qui est aussi lui-même en travail, et notamment
pareil, on y reviendra, je pense, mais qu'il y ait des acquisitions, ça rebat aussi un petit peu les cartes et ça nous permet de nous renforcer. Mais grosso modo, on a à peu près la même approche. Donc, on a le même business model. On a grosso modo les mêmes prix. Et en fait, on a souvent en fait des clients même qui sont hybrides là-dedans. Donc, typiquement, dans certaines grosses agglos, ils vont avoir une partie de leur service, enfin de la prestation de collecte, par exemple, si on prend un exemple, qui va être gérée par leurs équipes. Typiquement, certains arrondissements de Paris, c'est les véhicules verts qu'on voit, et ils vont déléguer une partie dans certains arrondissements aux collecteurs privés. Et donc, en fait, finalement, ça va être le même territoire, et il y a aussi une certaine valeur ajoutée, et tout un travail qui est croisé entre le fait que si on a convaincu l'agglo que notre plateforme techno est la bonne, ils vont soit recommander, soit voilà, ça va se savoir qu'ils travaillent avec nous, donc ça peut être vu comme un avantage de répondre quand on est collecteur privé au marché public en portant nos solutions, parce que c'est souvent une sous-partie du cahier des charges qu'ils ont. Et inversement, si jamais on fait du bon boulot avec les collecteurs privés, ça peut donner des idées à l'agglomération pour aller plus loin. Voilà. Donc cette stratégie, elle est assez entremêlée. Elle est vraie. Enfin, elle se vérifie aussi dans notre écosystème. Donc il y a des gens autour de nous avec qui on est en contact, des gens qui vendent des bennes ordures ménagères. Nous, on va venir se mettre dessus, qui ont exactement les mêmes problématiques. Il y a des acteurs aussi, on va dire un peu plus institutionnels, comme Citeo ou autres, qui sont habitués justement à naviguer. Donc, disons que c'est entremêlé. Et donc, et pour répondre à ta question, au niveau de l'organisation, les commerciaux sont habitués à gèrent les deux à la fois, quoi. Donc, à la fois, ils ont un périmètre géographique, par exemple une région donnée, où ils vont gérer les collectivités de cette région, et après, ils vont gérer à la fois les collecteurs privés donc qui ont le siège social dans cette région, et à la fois les antennes régionales d'un collecteur privé qui est en centrale ailleurs. Et petite question aussi qui peut être, comment dire? Qui peut être taquine, mais est-ce que les différentes strates administratives de l'organisation française sont, une barrière à l'entrée pour des acteurs étrangers? Ou est-ce que c'est une force pour pouvoir aller à l'étranger, en fait, vendre après, tes services? Euh, je n'aurais pas une réponse absolue là-dessus. En fait, c'est plutôt que vu que la manière dont est fait le métier en France, notamment sur la collecte, mais c'est vrai à d'autres endroits, est assez propre à la France, des concurrents étrangers n'auront pas forcément les fonctionnalités ou couvriront pas forcément les cas d'usage que nous on traite. Donc c'est pas tant que entre guillemets les collectivités françaises vont pas vouloir bosser avec des acteurs étrangers, c'est plutôt que de facto ce qu'ils vont demander va pas vraiment coller avec ce que les personnes à l'étranger proposent. Et donc le système est tout à fait, l'argument est tout à fait symétrique quand nous on va à l'étranger. Donc typiquement Ouais. quand on va en Espagne, on s'aperçoit que notamment la collecte n'est pas exactement fait pareil, donc c'est pas exactement les mêmes besoins. Et donc bah, forcément, dans certains cas, ça colle bien parce que c'est des choses qu'on avait fait de manière embryonnaire à d'autres endroits et on s'y retrouve. Et par moments, c'est un peu plus, ça demande du développement assez simplement. Et donc voilà. Donc il y a ça je pense premier niveau de réponse. Deuxième niveau de réponse, dès lors que la relation se passe bien, que le service est rendu bien et ainsi de suite, il y a quand même un certain avantage à la personne qui est en place. Et donc forcément, concrètement une collectivité, mais bon, c'est quand même assez vrai globalement partout. Quand il y a un fournisseur dont on est content et qui en plus est quand même pas mal de complexité à changer et ainsi de suite, ils vont quand même avoir tendance à favoriser les personnes qui sont en place, quoi. Et idem pour les collecteurs privés. Certes, ça les intéresse d'avoir des éléments démarquants pour répondre à leur appel d'offres avec des nouveaux outils techno et ainsi de suite. Pour autant, s'il y a tout qui est en place, que c'est pas un sujet, eux, c'est pas leur cœur métier de révolutionner tout par rapport à ça, quoi. Voilà. Donc ça, c'est notre job de réussir à apporter des choses différentes pour être différenciant, mais sinon, il y a un avantage au statu quo, quoi. Mmh. Vous avez des concurrents, français? Alors, bah, ce qui est intéressant, c'est là, on reboucle un petit peu sur la stratégie globale, c'est que, comme je le disais, mentionné plusieurs fois la collecte des déchets, mais en vrai, c'est qu'une partie de notre activité. En fait, on n'a aucun concurrent qui est positionné exactement comme nous. Donc, on a en fait des concurrents différents bloc par bloc. Du coup, ce qui est assez intéressant à gérer, parce qu'il y a un truc un peu plus complexe, hein, parce que du coup, c'est des dynamiques différentes et ainsi de suite.
mais qui fait que on a aussi des tendances de marché, des facteurs un peu plus structurels qui sont, enfin voilà, les cycles sont un peu par moments déphasés, ce qui permet d'avoir des choses un peu plus lissées. Mais donc non, on n'a pas de concurrents, enfin on a des concurrents frontaux sur chacun des métiers qu'on a, et c'est assez éparse. Il y a des métiers qui sont un peu plus concurrentiels avec des nouveaux acteurs, start-up créés il y a quelques mois ou années. Il y en a d'autres où c'est suffisamment précis ce qu'on fait pour que le coût d'entrée soit assez haut, donc on a un peu moins de concurrence. Et là, l'enjeu, c'est plus de convaincre les clients que notre outil est plus utile et plus performant que d'utiliser Excel, quoi. Donc ça, c'est plus, voilà, ça c'est plus un enjeu d'outillage que vraiment un enjeu de part de marché, quoi. Et Et on a des donc, concurrents à l'étranger qui sont ouais. pareils bloc par bloc, avec quelques success stories assez intéressantes sur des boîtes anglo-saxonnes qui ont réussi enfin voilà, qui sont sur des chiffres d'affaires avec un zéro en plus par rapport à ce qu'on peut faire, quoi. Et justement, ce qui vous limite, vous, sur aller à l'étranger, c'est que du coup, tu construis aujourd'hui. Enfin, on n'en a pas encore parlé dans cet épisode, mais donc du coup, l'histoire de Simplicity, c'est une histoire qui a été, qui a beaucoup bougé dans les dernières années. Tu vas peut-être revenir dessus. Et du coup, après, on parlera un petit peu de la dynamique de consolidation que tu portes. Ouais. Et j'ai pas répondu à la question présente sur les cas d'usage. Je pourrais le faire si c'est plus concret pour Ouais. les différents auditeurs. Euh, mais en fait, t'as déjà répondu à la question. C'est que l'international, ça fait partie des choses qu'on a envie de faire, surtout Mm. quand en plus on a des gens comme moi, mais pas que, qui ont une certaine appétence, un certain goût pour Mm. ça, et voilà, qui fondamentalement aiment bien voir un petit peu autre chose que ce qui se passe dans les kilomètres carrés qui sont autour de nous. Mais en fait, après, c'est une question de focus. Et donc, en fait, il y a pas mal enfin, on va venir sur les acquisitions, mais on pense qu'il y avait pas mal de choses à faire déjà sur la France, avec un rôle un peu de consolidateur et le fait de réussir à adjoindre et à connecter des solutions qui sont connexes, mais ça on en reparlera. Et donc, en fait, on fait de l'international. Il y a un certain nombre de personnes qui sont, euh, qui sont dédiées là-dessus et quelques belles histoires. On a une filiale au Maroc, au Canada, on pourra en reparler, mais en fait, aller sur tous les pays d'Europe au même moment et adresser tous ces besoins et ainsi de suite. Nous, on a plutôt pris la stratégie à ce stade de démultiplier les cas d'usage et d'être assez fort en France, d'être assez focus là-dessus. Mais clairement, c'est aussi la suite de l'histoire pour nous et ce qui nous laisse penser que voilà, enfin, si on voit ça un peu comme comme un cube, il y a pas mal de choses à déployer en termes de verticales différentes. Il y a pas mal de profondeur dans l'offre où on peut aller. Et après, une troisième dimension qui est l'international et de découper, enfin, de déployer ces différents niveaux sur d'autres géographies, quoi. Je comprends. Tu reviens un petit peu sur l'histoire de Simplicity sur ces dernières années, depuis ton arrivée? Ouais. Donc, tu m'as dit que Alors, t'es arrivé, donc si j'ai bien en tête, c'est arrivé, ça faisait à peu près 15 millions de chiffre d'affaires, c'est ça? ouais, c'est ça. Donc 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, principalement environnement et un petit peu de transport de personnes et un petit peu de transport de marchandises. Donc, encore une fois, on n'est pas opérateur, hein, c'est pas un job qu'on faisait, mais on mettait des outils pour ces métiers-là. C'est un raccourci que je fais. Et donc en fait, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a vraiment défini notre mission. Enfin, on est passé entreprise à mission d'ailleurs, par ailleurs, j'ai oublié de le dire, autour de comment est-ce qu'on peut avoir de l'impact. Donc l'impact à mettre enfin pousser des mécanismes vertueux dans les collectivités, rendre le citoyen acteur et ainsi de suite sur ces métiers-là grâce à la technologie. Donc ça c'est comme ça qu'on s'est redéfini et ça a eu un impact assez fort sur notre stratégie en se disant ok mais en fait c'est très bien mais on a une place historique euh, sur la partie enfin sur notre partie environnement quoi, donc remonter des données sur la collecte des déchets, les mettre sur une plateforme et ainsi de suite, mais on a voulu en fait élargir le terrain de jeu parce qu'on voyait bien qu'on avait des parts de marché qui au bout d'un moment allaient plafonner. Enfin, on n'allait pas atteindre même 80% ou autre. On était plutôt, on estimait entre 25 et 50%. Donc, on avait besoin en fait de relais de croissance au-delà de ce qu'on pouvait faire en termes d'innovation et de sortir des nouveaux produits sur des métiers existants. Et donc, inspiré aussi par le groupe dans lequel on était, le groupe Berthaud, qui était très friand d'acquisition, on s'est dit, ok, ben en fait, ce qui a du sens, c'est d'augmenter le terrain de jeu et de réussir à adresser des nouveaux cas d'usage. En fait, enfin, ce qu'on faisait déjà, enfin, préalablement avec des partenaires,
quand on répondait en groupement et ainsi de suite. On s'est dit en fait, il faut qu'on arrive à aller sur différentes autres blocs et d'autres verticales, même si le mot est un peu connoté péjoratif, d'aller en fait sur d'autres niches pour qu'il y ait une masse qui soit suffisante, quoi. Donc ça, c'était l'idée de base, toujours avec ce fil rouge de la ville intelligente, sinon ça va vite de partir un peu partout quand on prend cette logique de diversification. Et on a commencé à faire des acquisitions. Donc on en a fait deux en 2021, donc un bureau d'études sur la partie collecte des déchets où on optimise les tournées de collecte. Donc c'est une algorithmie et du conseil, on accompagne les collectivités pour bien organiser les ressources matérielles et humaines pour que le service soit rendu au mieux, au meilleur coût et avec le bon niveau de service. Et une partie, un ERP pour facturer sur les déchets, qui est une extension, en fait deux extensions de notre offre. Pareil, je suis pas rentré dans le fin fond des détails, mais grosso modo, c'était soit des gens qui consommaient de données pour en tirer des recommandations, soit des gens vers qui on envoyait nos données et qui du coup les consommaient pour transformer un certain nombre de données du terrain en une facture, quoi. Donc c'était assez simple dans la chaîne, et d'ailleurs il y a un certain nombre d'appels d'offres où en fait c'est différents lots, et donc ça correspond en fait à répondre à différents. Donc ça, on a fait ça en 2021. Une autre acquisition donc sur la partie mobilité en 2022 sur le transport scolaire. Donc pareil, un outil de gestion pour le transport scolaire, donc une boîte 100% software. Transport scolaire pour les enfants en situation de handicap, D'accord. qui heureusement représente des volumes qui sont limités, mais pour autant c'est assez complexe à organiser. C'est pareil une des compétences des départements, et donc ils doivent organiser ça, et vu que ça coûte un petit peu d'argent, l'idée c'est quand même de l'optimiser, de parler de l'expérience citoyen la plus fluide possible par rapport à ça pour les parents, quoi. Donc voilà, donc ça c'est 2022. Ensuite, je passe sur l'épisode Carvox, je pense qu'on y reviendra. En termes d'acquisition, on a fait 4 en 2024, donc il y a quelques mois. On a ouvert en fait une nouvelle verticale sur l'eau et les réseaux. Donc on a fait 2 acquisitions en 2024, à la fois une autour de l'IoT, enfin donc hardware plus plateforme, et une purement software, et 2 autres sur la partie environnement. Donc une qui est pour la communication aux citoyens, donc c'est des applis pour la ville pour communiquer aux citoyens des consignes, de la pédagogie, ou aider sur le tri. Ça s'appelle User, et qui est une boîte de SaaS. Et une dernière, du coup la quatrième, qui nous a permis justement d'étendre sur cette partie environnement. Et donc là, on était vraiment sur la collecte des déchets, on était un cran plus bas au niveau des recycleurs. Donc là, c'est un ERP de gestion pour les recycleurs. Donc pareil, une boîte de software qui nous a rejoint en octobre 2024. Quelle est un peu la recette que tu as mis en place pour que les intégrations se passent bien? On sait que c'est le plus compliqué. On reviendra après justement sur le carve-out parce que ça vous impose aussi, j'imagine, de très sélectif sur vos acquisitions. Mais du coup, aujourd'hui, quelle est la recette Maxime pour que, et la recette Simplicity pour que ça se passe bien? Alors c'est un vaste sujet, ça dépend de plein de configurations, ça dépend aussi un petit peu dans quel cadre l'acquisition se fait. Donc on a très schématiquement, et je vais être obligé de faire des schémas pour simplifier les choses, mais on a 2 configurations, soit avec des vendeurs qui se projettent chez nous et donc qui vont basculer en CDI, éventuellement réinvestir dans Simplicity, et donc il faut complètement intégrer dans l'organisation et trouver un nouveau mode de fonctionnement où schématiquement ils vont passer d'entrepreneurs à salariés, même si on essaie d'entretenir cette flamme entrepreneuriale pour autant, et des schémas où la personne au cours de la vente est assez claire que elle n'a pas spécialement envie de continuer, pas forcément parce qu'ils nous aiment pas, mais parce qu'ils ont d'autres plans, qu'ils ont prévu de faire autre chose, ou que c'est pas Ils le sont peut-être c'est pas le fatigués. projet qui les attire. Et donc là il y a toujours une passation parce que voilà, c'est nécessaire. Enfin, pour eux et pour nous, c'est assez naturel. Et auquel cas, là, l'enjeu, c'est plutôt de récupérer le savoir, de garder, enfin voilà, ce que je racontais un peu tout à l'heure sur Simplicity, mais réussir à faire évoluer les choses sans casser tout ce qui fonctionnait, parce qu'on on a toujours acheté des boîtes qui fonctionnaient bien. Enfin, en tout cas, c'était ce genre de retournement ou autre, c'est pas quelque chose qu'on a vu pour le moment. Et donc voilà, donc il y a déjà 2 configs différentes. Le point zéro, c'est déjà de savoir dans quelle config on est,
que tout le monde soit clair sur ses intentions. Donc ça fait partie du process d'achat-vente, c'est de réussir à poser ces sujets, que l'histoire soit consistante des deux côtés, enfin voilà, qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises ensuite, et de caler un maximum de choses avant la vente, quoi. Donc ça, c'est la règle zéro, c'est d'être clair sur dans quelle config on est. La deuxième règle, c'est en fait d'utiliser les audits, certes pour challenger, s'assurer que tout ce qu'on nous raconte est vrai, parce que ça fait partie du process, et quand bien même on a un a priori positif avec les personnes, sinon on partirait pas à se poser les questions de les racheter. C'est nécessaire de faire ce travail pour plein de raisons. Pour autant, du coup, la règle numéro un, c'est déjà d'utiliser en fait toutes ces infos qu'on récupère pour bien construire la suite. Donc, ce qu'on essaye de faire, notamment en fin d'audit, au-delà de faire une offre, ce qui s'est passé 95% des fois, c'est en fait, de dire, ben voilà, en fait, on fait une offre, certes, il y a une valo, il y a des trucs, des éléments financiers, mais on commence à préparer le plan d'intégration. On est très clair sur quel sera le rôle des personnes, notamment dans le cas où on est dans le cas où elles se projettent pour rester. On commence à réfléchir à où sont les synergies. Enfin voilà, enfin bref, sans entrer au fin fond du détail, mais en gros l'idée c'est comment est-ce que ce qu'on a appris des audits, on commence à poser les pierres de ce que sera l'intégration future. Voilà. Et j'allais te dire, est-ce que quand justement vous rentrez dans les audits ou même dans les discussions, il y a des gros red flags qui font que vous avancez pas? Euh, ouais, il y a toujours des choses. Enfin, enfin, je pense que le pire truc, c'est quand on voit des choses complètement inconsistantes. Donc, c'est-à-dire un discours A et des faits qui montrent B. Là, Mmh. enfin, vu que forcément dans les audits, on n'a pas le temps de tout voir, on est obligé d'extrapoler. Donc, ça peut être un peu inquiétant sur le fait de se dire, ok, là, il y a un mismatch, on veut raconter tel truc, c'était pas du tout le cas. Donc ça peut un peu questionner l'ensemble. Donc, je pense que c'est important de voir de sentir, c'est un peu cette congruence entre les éléments qu'on voit. Après, mais ça se fait assez naturellement. C'est aussi au niveau des personnes. Enfin, finalement, c'est des gens soit avec qui on va travailler. Et quand je dis on, c'est pas que moi, hein, c'est toutes les équipes. Et ou des gens dont on va récupérer le bébé. Donc, enfin voilà, quand ça commence à coincer un peu là-dessus, et ça se voit en fait dans les négos. Et généralement, si les personnes sont complètement déphasées ou si c'est impossible de discuter avec elles et ainsi de suite, généralement, ça fait presque péter le truc avant, quoi. De toute façon, quand on a réussi à passer toute une période toute la phase là d'acquisition où il y a, enfin, on se connaît pas trop au début, on avance, on demande plein d'infos, on commence à co-construire ce que je racontais plus tôt, et qu'après il faut négocier des petites lignes dans les contrats et ainsi de suite. Ça, en fait, ça commence un peu à éprouver la relation, quoi. C'est ce qu'on a vécu notamment sur une des acquisitions. On a eu des négos assez constructives, même si forcément chacun de son côté défendait ses intérêts, était bien précis dans les trucs. Et quand on a signé, on s'est dit bon, ça va, ça s'est bien passé, c'est cool, et puis on a abouti. Et maintenant, c'est top, on est du même côté de la top, quoi, parce qu'on avait vu que c'était pas de la négo débile, noir blanc, buté et ainsi de suite. C'était ok, j'arrivais avec des solutions et ainsi de suite. Donc ça, c'était assez moteur pour la suite, quoi. Voilà. Et après, il y a des trucs de base. Enfin, après, finalement, c'est aussi des sujets de valo, quoi. Donc, c'est-à-dire, nous, je sais pas, le fait qu'à un moment, il y ait une dette technique ou qu'il y ait un truc qui marche moins bien, dès lors qu'on voit un plan sur comment l'adresser, c'est pas forcément un red flag. Par contre, éventuellement, ça a un coût. Et donc, c'est une hypothèse qui avait été faite ou pas dans les business plans et ainsi de suite qui peut avoir un impact sur la valo, quoi. Mais bon, euh, voilà. Enfin, c'est pas, il y a pas, il y a certains red flags qui en fait sont des orange flags et qui ces orange flags font que finalement faut investir plus, donc ça fragilise un peu le truc. Et de la même manière qu'il y a des trucs qui sont au vert, enfin qui sont au vert fluo, qui vont être super bien et qui sont des synergies qu'on n'avait pas vues et qui vont aller dans le sens inverse, qui vont permettre d'être beaucoup plus conciliant dans certains points de la négo, quoi. Est-ce que, quand vous vous intégrez, vous derrière, vous basculez tout sur la même plateforme technologique ou au contraire, il y a pas de consolidation des différentes briques logicielles que vous intégrez, que vous rachetez? Alors, par dogme, enfin en tout cas on va pas de facto, voilà, casser la techno ou la faire basculer.
on le fait pragmatiquement, c'est-à-dire on fait le retour, enfin le calcul de ROI, on dit ok, qu'est-ce que ça fait gagner, qu'est-ce que ça fait perdre, et ainsi de suite. Donc, d'un point de vue techno, on sait vivre en fait avec ces différentes composantes. Après, on va avoir tendance à uniformiser les méthodes. Ou pareil, enfin l'infra peut être commune et ainsi de suite. Par contre, on va pas tout redévelopper parce qu'on a un seul langage qui est la religion chez Simplicity, ainsi de suite. Et de toute façon, par défaut, avant même qu'on achète des nouvelles boîtes, on vit déjà avec cet aspect multifacette qui existe. Donc ça serait un peu ridicule de le faire. Pour autant, on a aussi un peu un avis sur quels sont un peu les standards, où est-ce qu'on les emmenait. Et du coup, il y a des plateformes, notamment ça, ce qu'on rachète, qui sont déjà au top du top et voire même qui vont nous inspirer sur certains points. Il y en a d'autres, c'est un peu plus old school. Où c'est des trucs, voilà, ERP, un peu plus client lourd à l'ancienne, ainsi de suite. Et donc ça, on va avoir un plan de migration pour les faire évoluer. Mais encore une fois, plus parce qu'il y a un intérêt business que vraiment par Et par dogme. philosophie pure. Voilà. Pour autant, ça c'est sur l'aspect techno. Et pareil, bah voilà, on a une structure, on a ouais, plutôt entre 50 et 60 devs. Et du coup, à l'intérieur de ça, il y a différentes compétences. Donc, on arrive à peu près à vivre avec cette polyvalence globale sur les plateformes techno. Pour autant, on va les faire basculer dans notre CRM, dans notre ERP. Aussi parce que c'est des boîtes plus petites que nous qu'on rachète. Hein. C'est peut-être une question qui se posera si on rachète un jour une boîte de notre taille, par exemple. Et donc là, voilà, tout ce qui est par contre IT, outils quoi, RH et finance, ça bascule chez nous. Alors, ça veut pas dire qu'on vire les personnes, au contraire, mais en tout cas, ça passe Vous dans nos outils consolidez. parce qu'on a besoin d'avoir des outils communs là-dessus, quoi. Et pour le marketing et le commercial, vous uniformisez les équipes et vous les intégrez toutes ensemble ou chacune reste dans la BU d'origine? On a plutôt tendance à les garder entre guillemets séparés, euh, aussi parce qu'il y a des compétences métiers qui sont assez fortes. Ça, on a plutôt tendance à le garder. Par contre, l'enjeu après, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer de la transversalité dans tout ça. Et donc typiquement, si je prends un exemple sur notre bloc historique, les commerciaux ont toujours leur périmètre. Pour autant, ils ont des commissions d'apport d'affaires quand ils font des passes décisives aux personnes, enfin aux autres commerciaux, notamment des boîtes qui sont achetées. Après, on essaie aussi de favoriser la mobilité interne, parce qu'on pense que ça a vertu un peu de croiser les sangs, si tu permets l'expression. Et voilà. Et après, c'est comment est-ce qu'on fait vivre ce truc-là, sachant que ben ils sont pas, enfin voilà, enfin ils vont aussi un peu plus loin que le bout de leur nez, à savoir si on rentre dans une agglo où on n'était pas par une porte, quand bien même c'est pas exactement un décideur, ça permet de se rapprocher de cet agglo et éventuellement de pousser d'autres choses, quoi. Donc ça se fait globalement en bonne intelligence. Idem chez des personnes comme Veolia et Suez qui ont différents blocs de notre activité aussi. Mais néanmoins, ça demande quand même du focus. C'est-à-dire, faut quand même rentrer, faut quand même bien rentrer, enfin, faut connaître les acteurs métiers, faut connaître les utilisateurs qui sont pas les mêmes et ainsi de suite. Et ça s'invente pas et ça demande quand même d'y mettre de l'énergie, quoi. Donc, Je comprends. Et j'ai perdu ça arrive toujours il y a toujours une question qui me sort par la tête. Mais c'est pas grave, on va rebondir. Euh, du coup, tu as fait des acquisitions à l'étranger ou pas encore? on n'a pas fait d'acquisition à l'étranger. On a fait des offres à l'étranger, mais qui n'ont pas abouti. Ça fait aussi partie du jeu. Et ça fait partie des choses qu'on regarde. Justement, on est en train j'ai une réunion demain matin sur le sujet. On est en train de regarder justement pour trouver des opportunités à l'étranger, ce qui à la fois est assez excitant d'un point de vue intérêt intellectuel, challenge et ainsi de suite, qui est assez intéressant pour l'entreprise parce que ça rajoute des choses et enfin voilà, qui est aussi assez intéressant pour l'image de Simplicity. Pour autant, c'est tous les challenges qu'on a pu évoquer plus tôt et de rajouter ensuite la dimension culturelle, Rajoute une dimension supplémentaire. culture, voilà, éventuellement langage aussi, enfin langue parlée. Mais voilà, donc non, ça fait partie des choses qu'on regarde, euh, sachant qu'après, comme je l'ai dit, enfin comme tu l'as sûrement compris, pour l'instant on n'a jamais racheté un concurrent en fait. On a toujours acheté des choses qui étaient connexes à ce qu'on faisait.
Et donc, on peut se poser aussi la question à l'étranger de est-ce que ça n'a pas plus de sens de racheter quelqu'un qui fait des choses qu'on connaît mieux, comme ça, à minima, on trouve cette familiarité, plutôt que d'avoir voilà, nouveau pays, plus nouvelle verticale, plus nouvelle boîte qui démultiplie les nouveautés et du coup rajoute un peu de risque. Je vais faire un gros fast-forward, mais donc, même backward, c'est que du coup, vous avez un fonds à votre capital et on va revenir dessus dans quelques secondes. Mais quand vous faites une acquisition, ça se passe comment? C'est les équipes du fonds qui sont en soutien pour étudier le dossier? C'est des équipes en interne? C'est un mix? Ouais, alors j'ai pas fini de répondre à la question d'avant, mais c'est pas de ta Ouais. faute, ça m'était aussi sorti. Je pense que la dernière clé pour bien réussir, enfin en tout cas ce qu'on essaie de mettre en œuvre au maximum, c'est après de bien soigner l'intégration. J'ai pas mal parlé de avant bien préparé, mais il y a ensuite faire l'intégration. Et nous l'intégration c'est en deux blocs, ça nous permettra de répondre à ta question. C'est à la fois de faire entrer dans les outils, il y a une partie très process, Mm. outils, enfin voilà. Et là on a une recette de cuisine qu'on a éprouvée et du coup des templates, des standards et ainsi de suite et une partie qui est plus, on va dire, informelle, de bien appréhender, d'avoir les bons managers qui sont bien alignés, bien motivés, avec qui on arrive à bien bosser, qui est beaucoup plus de l'intangible. Pour moi, l'intégration, enfin, c'est vraiment ces deux blocs-là. Et donc, pour répondre à ta question sur le rôle du fonds, euh, en fait, c'est vraiment une logique d'équipe. C'est-à-dire que il y a des fois où moi je vais être, enfin je vais avoir pas mal de temps, enfin pas mal, c'est relatif, mais je vais avoir du temps à consacrer à ça, je vais être pleine bourre sur le truc. Et là, ils vont plus être en support où je vais les solliciter pour qu'on puisse aller vite ou avoir un avis et ainsi de suite. C'est pas mal ce qui s'est passé sur 2024. Et après, on a une équipe nous qui nous aide, c'est encore un autre sujet, mais du coup ça intercepte ta question parce que si on n'avait pas cette équipe, on ferait peut-être différemment. Et à l'inverse, donc là, ce qui s'est passé plutôt sur les dernières semaines, quand parce qu'il y a pas mal de sujets en cours, j'ai plus la tête dans le business actuel. C'est Ouais. plutôt eux qui vont me pousser en disant tu veux pas qu'on aille voir, je sais pas quoi, des banquiers, j'ai entendu parler de tel truc. Et c'est un peu plus eux qui vont reprendre la main à ce niveau-là et qui vont voilà, on a vu une opportunité, vu que je suis un peu occupé, ceux qui vont faire le premier meeting avec le banquier en face et ainsi de suite. Donc voilà, en fait c'est assez fluide. Ce qui est certain, c'est que il y a un moment où moi ou nous au global côté Simplicity, il faut qu'on parle de notre projet industriel parce que bon, à part les pétrodollars, c'est pas le fonds qui va pouvoir les faire se projeter dans un projet, se dire ok ça a vachement de sens, c'est ça les synergies et ainsi de suite. Donc il faut qu'on rentre en scène. Après on arrive plus ou moins vite en fonction de en fonction un petit peu de la bande passante, sachant que eux ils sont assez à l'aise sur présenter la société, le projet. Ils ont très bien compris notre stratégie, ils nous connaissent bien aussi. Ils sont assez, par construction, assez à l'aise sur tous les aspects process et finances, quoi. Donc pareil, ils peuvent nous faire gagner un peu de temps sur analyser les documents qui nous sont envoyés, faire un premier jet sur la valeur et ce genre de trucs. Euh, Honnêtement, ouais, c'est celui qui a le plus de ventes passantes qui fait en premier, puis l'autre qui challenge. Et voilà. Et après, on a le niveau plus on va dire, stratégique, où là, en conseil de surveillance, ce qu'on a fait typiquement la dernière fois, on va se faire on s'est fait à la fois une scorecard un peu, enfin en tout cas une feuille d'évaluation de à quel point une acquisition est pertinente pour nous. On a mis un certain nombre de critères, c'est un plus, c'est neutre ou c'est moins, et ça on va le construire ensemble. On va discuter un petit peu de foncièrement ce qu'on veut faire. Enfin voilà, quelle est l'étape, enfin plus à un niveau stratégique là ils vont intervenir pour me dire non mais ça c'est quand même mieux que enfin tel attribut est mieux que tel autre, ou ça, non, ça, on peut pas aller là-dessus, ça le fait pas, ou je sais pas, où tel pays c'est trop éloigné, ou je sais pas quel cas on peut imaginer, quoi. Et une question qui rejoint un peu aussi ce que tout à l'heure tu disais sur le fait que vous n'avez pas acheté de concurrents, mais du coup, vous vous êtes fixé des tailles minimum et des tailles maximum dans les deals que vous faites? Ou aujourd'hui, Ouais, non, c'est c'est une bonne question. Alors, le concurrent, c'est pareil, c'est pas un dogme, on veut pas, c'est juste qu'en fait, c'était beaucoup plus naturel de voir des gens avec qui on travaillait déjà, de se dire, tiens, on va en quelque sorte les incuber, les porter sur notre dos. Pour autant, on commence à voir que dans ce qui est entrant en termes d'opportunités M&A, ça peut être un peu plus les concurrents, c'est normal, ils s'identifient plus facilement. Euh, et j'ai perdu le fil aussi sur la question. la taille des deals. Ouais, la taille des deals. Excuse-moi. Donc en fait, donc, si je démarre par le haut, sky is the limit, mais bon, il y a quand même un moment où il faut réussir à financer tout ça. Et donc le fonds, il
jouent dans une certaine ligue, s'il faut acheter une boîte de 3 fois notre taille, à un moment ils vont tousser quoi. Pareil, si on met de la dette, il y a un moment il y a des ratios, il y a des trucs, enfin voilà. Donc là il y a une sorte de cap un peu naturel qui est à peu près, on va dire, à notre taille, grosso D'accord. modo. Même si pareil, on peut imaginer plein de choses, ou selon la temporalité, ça peut aussi être au moment d'un passage vers un deuxième tour de LBO. Et minimal, c'est compliqué à dire. Nous, on a un peu le seuil bas, c'est que par construction, on est plutôt racheter des boîtes qui sont rentables, et vraiment rentables, pas rentables, enfin, voilà, retraité rentable. Et après, voilà, moi je suis un peu plus challengé, c'est normal, c'est que c'est sympa de faire 4 acquisitions. Après, la théorie veut que c'est plus simple d'en faire une seule 4 fois plus grosse, quoi. Ouais. Hypothèse à challenger parce que dans les faits, c'est aussi un moyen de créer plus de valeur, ou pareil, si on a une qui est plus compliquée ou des hypothèses qui sont fausses, voilà. Enfin bref, on pourrait débattre de sujet pendant un moment, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ouais, maintenant on a plus un seuil minimal qui est de se dire, en fait, nous, on suit aussi la croissance par acquisition, et donc en fait, plus on est gros, plus cette croissance elle est faible si la ISO taille quoi. Donc, on va avoir plutôt tendance à chercher des deals un peu plus gros. Après, là où le truc est assez fin, c'est que on a une vraie valeur ajoutée à faire un deal en gré à gré, et pas parce qu'il y a pas quelqu'un qui bluffe ou qui agite une concurrence pour payer plus cher. C'est aussi qu'en fait, tout ce que je disais sur on construit le truc avec les vendeurs, on réfléchit à ce qu'ils veulent faire ensuite, on aligne les intérêts, on les fait réinvestir et tout ça. Ça, c'est quelque part un peu de l'orfèvrerie. Et dans un deal hyper processé, où on a un accès limité au management, voilà, enfin, et sans critiquer, juste concrètement pour nous, ça met moins en valeur nos avantages, quoi, de pouvoir construire et de faire du sur-mesure. Là, à ce moment-là, on est moins pertinent, quoi. Donc le truc, c'est que statistiquement, au-delà d'une certaine taille, qu'on estime à peu près à 2 millions d'euros d'EBITDA, mais c'est pareil à challenger, c'est quand même beaucoup plus rare d'avoir des deals qui sont pas en gré à gré. Euh, et voilà. Et pareil, même au-delà d'un certain taille, ça a quand même aussi une vertu à avoir des conseils, si ce n'est pour qu'il y ait des pratiques de marché qui s'appliquent et ainsi de suite, quoi. On parle maintenant du coup de l'histoire de Simplicity sur ces dernières années. Donc, on a mentionné ce carve-out du groupe Berthaud. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé et qu'est-ce qui t'a amené toi du coup à devenir PDG? Donc, comme je disais, donc j'étais DG d'une filiale relativement autonome, enfin et relativement indépendante, qui avait comme un lien client-fournisseur avec son actionnaire, le groupe Berthaud. Concrètement, c'était notre client, enfin ça l'est toujours d'ailleurs, et un lien actionnarial, et je reportais au président du groupe, qui du coup avait 95% de son business sur des sujets qui étaient tout autres, et puis 5% avec Simplicity. Et ça, bon, ça c'est franchement ça s'est très bien passé. Si le carve s'était pas fait, je suis sûr qu'on serait toujours entre de bonnes mains, et voilà, il y avait pas de problème en tant que tel, au contraire. Néanmoins, plus nous on avançait dans notre stratégie, plus on allait vers les collectivités, plus on allait vers les ressources au sens large, la société à mission, ainsi de suite. Alors que le cœur business de Berthaud est beaucoup plus sur la location de véhicules avec conducteur. Et donc, forcément, on va dire que le cordon ombilical, ou ce qui nous reliait à eux, est devenu, enfin, plus on se développait respectivement, parce qu'ils ont aussi une très belle croissance, plus ça devenait de plus en plus fin, quoi. Donc la question a commencé à se poser, enfin, et même dès qu'on présentait des acquisitions, du coup, ça avait absolument zéro synergie avec le groupe. Enfin, on peut toujours en trouver, mais en tout cas, c'était loin, très très loin d'être évident, et c'était pas le rationnel premier. Et donc la question a commencé à se poser. C'était aussi l'occasion pour eux de pouvoir investir cet argent, parce qu'ils avaient quand même voilà, une certaine patience sur le développement de la boîte. Enfin, quand ils l'ont repris, en fait, c'était une filiale d'un groupe qui était en liquidation, D'accord. enfin qui faisait des trucs dans les télécoms en 80, enfin en 2007, pardon. Et donc, enfin, la version originelle de Simplicity, elle était à l'équilibre au mieux, mais donc ils ont repris ça, ils ont
voilà, ils ont laissé cette boîte se développer, ils ont accepté de faire des acquisitions qui étaient non cœur et qui ont mobilisé leur argent dans un métier où ils ont pas mal de capex. Donc voilà, donc c'était aussi un peu avoir le fruit de leurs efforts dans le temps. Et donc ça, ils étaient contents de le faire et ça leur a permis d'investir dans des choses un peu plus cœur. Et puis nous, ça nous a aussi garanti qu'on n'allait pas se retrouver en fait à un moment où dans les acquisitions, et c'est ce que l'histoire a montré derrière, qui allaient être de plus en plus nombreuses et de plus en plus grosses, on se retrouve pas à se faire arbitrer en disant écoutez, bon bah c'est sympa votre truc et c'est sûrement créateur de valeur, mais nous on a d'autres priorités et on peut pas tout faire, ce qui aurait été tout à fait compréhensible aussi. Donc voilà, donc on a un peu anticipé cette situation. En tout cas, le sujet est venu sur la table. À ce moment-là, c'est plus devenu un sujet, enfin c'est passé d'un sujet stratégique Berthaud, une discussion qu'ils ont eu, à un sujet un peu entrepreneurial quoi. Et donc je l'ai pas mentionné, mais il est important. Toute l'histoire Simplicity, alors bien sûr il y a 200 personnes, c'est pas le seul, mais je la considère en binôme avec une personne qui s'appelle Arnaud. Et donc là, les questions nous ont été posées avec Arnaud et on s'est dit que c'était une super opportunité de mener un projet entrepreneurial, même si fondamentalement ce qu'on a vendu entre guillemets comme projet était la suite tout à fait logique et voilà tirer la courbe de ce qui avait déjà été fait par le passé. Et c'est le projet qu'on a vendu et qu'on déroule aujourd'hui. Et voilà, et donc là on a construit ce projet, ça s'est construit dans le temps parce que fallait le temps de faire les choses bien et je pense que c'est ce qui a été fait. Et donc voilà, donc un process a été organisé, on a trouvé un partenaire financier, ça nous permet de nous retrouver aujourd'hui, C'est vous qui avez comme on été l'a à la dit, avec manœuvre une boîte euh, autonome. sur le process? C'est vous qui avez été à la manœuvre pour aller chercher le partenaire financier? Ça s'est passé comment? Alors, en fait, donc, la situation était quand même un peu particulière dans le sens où à la fois on était vendeur et à la fois c'était aussi notre avenir entre guillemets qui était en jeu. Alors, pas tant le fait qu'on allait rester en poste, on aurait pu avoir cette crainte, mais vu qu'on portait le projet, c'était aussi le niveau d'ambition qu'on se donnait et le niveau d'attente des futurs acheteurs. Il y avait un point d'équilibre qui était à trouver par rapport à ça. Donc on a pris un conseil, enfin, une banque d'affaires qui nous a aidés là-dedans. Et ça après on l'a géré. En fait on l'a géré ensemble, mais comme on l'avait toujours fait quoi. Donc je pense qu'il y avait un enjeu aussi d'être loyal. Pareil, on nous a demandé aussi quelles étaient nos préférences, même si bien sûr ça avait vocation à pas fermer complètement le jeu. Donc nous, on voulait plutôt avoir un partenaire financier pour pouvoir avoir la main sur le projet opérationnel, la stratégie, ainsi de suite, quoi. Enfin, avoir quelqu'un entre guillemets qui finance et qui achète cette histoire. Donc ça a été accepté. Puis après, on a vu un certain nombre de fonds. Il y a eu divers offres et les choses ont pu avancer dans ce cadre-là. Donc on l'a fait voilà en transparence. Enfin, ils avaient accès à toute l'info, on avait accès à toute l'info et on a fait ça en binôme pour trouver ce point d'équilibre, quoi. Ok. Et du coup, c'est un process qui a duré combien de temps? Euh, alors ça dépend où on le démarre, mais grosso Entre le moment modo, où vous dit, entre le moment où vous dit est-ce que ça vous intéresse et le moment où vous êtes chez vous? une grosse année, grosso modo. Une grosse année, mais il y a toujours un petit peu de latence sur ce genre de sujet, mais on va dire une grosse année, mais entre le moment où on a pris la banque d'affaires, quand on a choisi la banque d'affaires et le closing, il y a eu moins de 9 mois, dont l'été au milieu, quoi. À D'accord. la fois, c'était ah oui, et puis au passage, du coup, on a racheté une boîte, sinon ça aurait pas été drôle. Donc il a fallu jongler un peu avec ces différentes balles, mais voilà. Donc non, en fait, l'enjeu c'est de bien cadrer les choses au début et de s'assurer que tout le monde est aligné sur les intentions, sur voilà les lignes rouges et ainsi de suite. Et après derrière, c'était assez fluide. De toute façon, ça c'est assez normé. Enfin, c'est normé. Voilà, il y a un certain nombre d'étapes obligatoires et de timing qui s'est déroulé assez classiquement. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, toi, dans le process, en fait? Bonne question. J'étais pas fondamentalement surpris. Enfin, disons que oui, c'était à peu près semblable à ce que j'avais imaginé, sans faire sans faire le faillot spécialement. Je pense que, enfin, les gens qu'on a vus au niveau des fonds étaient tous assez inspirants. Et donc voilà. Après, bon, le corollaire, c'est qu'on peut dire que c'est difficile de se faire un avis sur leurs différences en quelques
en quelques heures à les fréquenter, mais en tout cas, on a exclusivement vu, je pense, des gens avec qui on aurait bien bossé. Après, bien sûr, ils avaient chacun leur spécificité, et puis il y avait par moment un peu leur réputation qui les précédait, ou des gens dont on avait entendu des choses positives, donc on avait un peu des biais positifs par rapport à ça. Mais non, ouais, je dirais que le niveau de jeu était quand même assez élevé. Euh, et non, et en fait, ouais, non, peut-être c'était peut-être ça la surprise, c'est qu'il y en avait pas trop, ou en tout cas, il y a plein de choses qui se sont fait assez. Enfin voilà, peut-être on s'imaginait, waouh, un closing, waouh, des étapes quand je sais pas recevoir des offres ou autre. Et en fait, c'était assez. Ouais, c'était un mail avec une pièce jointe, quoi. Enfin, il y avait pas de. C'était Et quand pas même pas forcément les extrêmement émotions que complexe. tu imaginais, ouais. Ouais, non, mais en tout cas, ça s'est fait assez naturellement. On a aussi pris des conseils pour le management, ce qui a été assez utile parce que nous, on était quand même un peu entre deux. Et donc ça, pareil, c'était bien aussi. Voilà, non, honnêtement, j'ai rien où je suis complètement tombé de ma chaise. Et idem, une fois que le deal a été fait, il y avait quand même une certaine consistance dans tout ce qui a été raconté, de la manière dont ça s'est déroulé. Euh, Ouais, alors je dis pas que c'était facile parce qu'il y a eu plein de moments où bah, il fallait à la fois mener le business et ce sujet-là. Bah, forcément, les équipes ont été au courant au bout d'un moment, mais au début on pouvait pas le crier sur tous les toits. Et donc c'était un peu spécial, mais parce qu'on est assez proche des équipes, mais non, pas de surprise majeure. Mais encore une fois, on était quand même bien entouré, quoi. Et il y avait des bonnes pratiques de préparation que tu avais mis en place qui vous ont permis de mieux discuter avec les fonds, des choses sur lesquelles vous étiez prêts et Je pense qu'il y avait alors il y a un truc assez basique, mais euh, enfin j'enfonce une porte ouverte, mais du coup on a vendu en cours d'année et du coup il y avait quand même un enjeu à ça s'appelle le current trading, donc l'année en cours, de le qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Et donc ça je pense que c'était assez important. Pareil, ça mettait un peu de pression dans le truc parce que fallait être bon là-dessus. Donc ouais, on essayait d'être assez prudent sur la communication qu'on faisait. Ça, c'est un peu tentant quand il y a un banquier, dès qu'il y a une bonne nouvelle, il veut la communiquer tout de suite. Nous, on avait plutôt tendance à temporiser, comme ça permettait voilà, d'amortir d'autres mauvaises nouvelles, même s'il n'y a rien eu de significatif cette année-là. Donc ouais, donc on va dire enfin, bien gérer la communication. Et pareil, ouais, ça va vite, je pense, dans un process de vente, de se vendre, enfin de commencer à sortir des trucs ou de s'avancer un peu. Les gens, ils notent tout, ils s'en souviennent. Hein. Donc, si derrière on annonce un truc et que 3 mois plus tard ça n'a pas bougé, bah forcément on on vient de s'est mis un chercher. peu tout seul dans le jus, quoi. Voilà. Et ça, c'est pareil quand on rachète des boîtes. Hein. Enfin, en vrai, nous on est prêt à tout entendre sur la pente du business plan. Après, si c'est pas suivi des faits ou s'il y a rien qui vient matérialiser ça, c'est un peu se mettre dans, enfin, créer de la suspicion pour rien, quoi. Donc ça, ouais, ça, je pense que c'était le point. Après, on a vu pas mal de monde et on connaissait personne, donc ça a été utile, mais c'était très chronophage. Euh, ouais, je pense que, enfin, je dirais que c'est ça les principaux points et surtout vraiment une vraie consistance entre ce qu'on disait, quoi. Donc enfin, au-delà du fait de pas bullshiter ce que je disais plus tôt, c'est entre les différents points qu'on avançait, enfin, en fait, ça se voit assez vite si l'histoire elle est cohérente. Enfin, si le truc match ou si c'est une histoire qui a été rétro-ingénieur, de dire ah oui, en fait nous c'est les agglos parce qu'en fait on s'est retrouvé à racheter des trucs sans faire exprès qu'ils faisaient ça. Je pense que ça se voit assez vite. Et voilà. Et après, je pense que le dernier point, c'est qu'on en parlait avec un certain enthousiasme. Ça, c'est un peu bateau, hein, en fait, ça se voyait qu'on était intéressé par notre projet. Et pareil, le fait de se dire, bon, de toute façon, si on part pas avec un fond, avec ce fond, nous, on ira quand même poursuivre notre histoire. Ça, ouais, on n'était pas entre guillemets désespérés ou voilà, à vendre à tout prix. Et pareil, en fait, on s'inscrivait dans l'histoire future. Et donc ça, enfin voilà, on était prêt à s'engager dans la suite, enfin de différentes formes et à se projeter, quoi. Tu avais mis en place des mécanismes ou des soupapes pour toi dans ce process, en fait, te préparer toi personnellement et supporter l'intensité que ça peut avoir? Euh, Pas directement.
on avait fait un truc à un moment, je sais même plus si on l'avait fait avant ou après, mais on a fait une petite formation sur comment bien présenter et tout, mais dans les faits, ça a complètement volé en éclats, parce que ça se passait jamais comme prévu. Ou pareil avec l'équipe, il y avait le management presse, on avait répété un peu ensemble, mais en vrai, enfin, ce qui les intéresse, c'est de voir aussi la partie un peu sincère. Donc, ça fait partie aussi du jeu de partir sur des sujets qui sont non préparés pour voir un petit peu la consistance de ce qu'on raconte. Par contre, j'avais quelques personnes ressources qui étaient, enfin, j'avais un ami qui avait qui était en train de finir son LBO primaire, enfin son premier LBO, et pareil, j'avais quelques personnes clés avec qui j'en parlais. Donc c'était pas du coaching en tant que tel, mais c'était des personnes de confiance qui étaient déjà passées par là ou qui me connaissaient bien et qui nous donnaient avec qui on pouvait échanger sur un truc du coup assez confidentiel parce que c'est pareil après il y a quand même pas mal de personnes qui gravitent autour de ça, entre les conseils, les avocats, les machins. Il y a un moment, sinon on voulait être parfaitement cohérent dans ce qu'on faisait, on pouvait pas dire n'importe quoi à n'importe qui, quoi. Donc le fait d'avoir vraiment des personnes de confiance qui sont complètement désintéressées du sujet, mais qui nous connaissent bien et qui connaissent bien ce genre de sujet, ça c'était une sorte de préparation, en tout cas ce qui m'a été clairement le plus utile, quoi. Et comment tu as préparé ton entourage à ce changement de vie pour toi, de basculer du dirigeant salarié à l'entrepreneur? Tu parles de mon entourage vraiment perso, Entourage perso, ma ouais. famille, quoi. Euh, alors Est-ce qu'il y a déjà, peut-être il y a peut-être pas eu besoin de le préparer, en fait? alors déjà historiquement, j'ai toujours pas mal bossé. Enfin, je veux dire, c'était pas, par le parcours que je te racontais, ça a été souvent plutôt des jobs assez intenses. Euh, Même si voilà, il y a toujours une volonté d'équilibre et ainsi de suite, quoi. Euh, je pense que le premier point, c'était d'être clair sur le fait que ça allait être plutôt une succession de sprints, avec éventuellement des LBO et ainsi de suite, mais en tout cas que c'était assez timé et rythmé, enfin dans le sens il y a une fin et dans le sens qu'il y a un enjeu à pas traîner sur cette période de LBO. Donc ça, je pense que ma femme, en l'occurrence, que ma fille de 4 ans était moins sensible sur le sujet. C'était beaucoup, enfin, ma femme, du coup, est pas du tout dans ce genre de business ou autre, donc c'était un peu plus exotique. Donc l'idée, c'était d'expliquer un petit peu en quoi ça consistait. Enfin voilà, ces enjeux de timing, ces enjeux de performance aussi, parce que l'idée, c'est quand même de développer la boîte et entre guillemets, si on fait ce qui pourrait être considéré comme une performance correcte, c'est vu comme une contre-performance selon dans certains schémas. Donc c'était pareil, évoquer le truc en amont. Après c'était clair du coup qu'il y aurait ça, mais bon c'est un peu comme quand j'ai rejoint Simplicity, quoi. C'était sûr que c'était pas le choix avec le critère numéro un d'être tranquille et de d'en faire un minimum, d'optimiser on va dire mon effort. Mais voilà, donc ça après c'était, enfin dès lors qu'on en a parlé et que c'était ok, entre guillemets on savait collectivement en tant que famille donc on mettait un peu les pieds, voilà. Et encore une fois c'était dans la continuité et je veux dire ça n'a pas changé du tout au tout. La pression je me la mettais déjà avant quoi et pareil du coup les gens qui sont dans les équipes, c'est plutôt une bonne ambiance. Les gens, ils ont envie de bien faire et ils ont un minimum d'ambition. Donc ça a pas changé, ça a pas changé du tout au tout. Après, l'enjeu surtout, c'est de durer quoi, et de réussir à enchaîner, de pas se cramer complètement. Et ça, voilà. Après, c'est aussi le sujet de la taille de la boîte où forcément, quand on gère une boîte de 100 personnes ou 200 personnes ou demain plus, j'espère, on se structure aussi. Et donc, je suis aussi beaucoup plus, personnellement, je parle, plus accompagné qu'au début. Ça veut pas dire encore une fois que les gens avec qui j'ai démarré l'aventure savaient rien faire, mais en fait, on s'est staffé sur un certain nombre de sujets. Et donc ça a un impact aussi sur la nature de mon job. Et voilà. Après, on va pas se mentir, on fait 4 acquisitions dans une année et qu'il faut continuer à faire tourner la boutique,
ça c'est pas, enfin ça a été des heures carrées à bosser sur le sujet pour les équipes et pour moi, hein. Enfin, parce qu'il y a pas que moi qui ai une famille dans toute l'histoire, quoi. Et tu dis que tu été plus accompagné, mais est-ce que c'est des accompagnements de la part de personnes externes que tu vas chercher ponctuellement ou c'est des personnes en interne qui sont des personnes à qui tu délègues une partie de tes responsabilités? Bah, il y a les deux, assez simplement. Du coup, en interne, on a pu structurer un petit peu plus. Enfin, bah, en fait, comme une boîte, à peu près de, voilà, de 100 personnes qui se développent. Donc, on a pu recruter une DRH. Après, on a eu une DAF quand il y a eu le LBO avec ces sujets, enfin, avec la dette et ainsi de suite. C'est des sujets qui sont devenus un peu plus prégnants que juste faire du contrôle de gestion d'une filiale. Là, on vient de faire rentrer quelqu'un pour chapeauter l'ensemble du commerce. Donc voilà, donc c'est des postes où forcément il fallait un peu plus mettre les mains dans le cambouis, mais je suis encore en train de les avoir au début. Donc c'est plutôt staffé en interne parce que pour avoir une structure qui fonctionne peut-être pas toute seule, mais en tout cas en autonomie, en responsabilisant des managers. Et après, il y a la partie M&A, Mhm. enfin tout ce qui est toute la partie acquisition, où là on a entre guillemets staffé une équipe, donc on a une personne en externe qui nous aide beaucoup, enfin qui nous a accompagnés sur tous ces sujets, qui a un profil plutôt couteau suisse par rapport à ça, qui s'appelle Laurent. Et après, on a des conseils un peu plus spécialisés, assez classiquement, qui sont coordonnés par Laurent, avec qui on a bossé sur différentes acquisitions. Et là, il y a eu un vrai gain, enfin un vrai apprentissage à les faire bosser ensemble. Et la quatrième acquisition était ben, encore plus fluide que la première. Ouais. Et donc là, ben, on a des avocats, on a des auditeurs financiers, on a un gars qui regarde la partie tech. Qu'est-ce que j'oublie RH, on fait plutôt en interne. On a Laurent du coup qui fait plus la partie commerce et strat. Enfin, voilà, on a composé une petite équipe qui arrive. Je sais pas plus personne, mais on a réussi. On a composé et des auditeurs financiers aussi. On a composé une petite équipe qui arrive pas mal à fonctionner ensemble, ce qui est assez important. Et pareil, les audits, on sait à peu près se référer à ceux d'avant pour voir quelle est l'analyse qui est importante et celle qu'on Mhm. peut sur laquelle on peut faire l'impasse, quoi. On arrive là bientôt au terme de notre interview. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Écoute, j'ai toujours pas répondu à la question sur les cas d'usage, mais c'est pas grave, j'invite les gens à aller voir notre site internet. L'idée, c'est qu'on capte des données sur le terrain et qu'on les fait remonter autour des métiers. Et voilà, je vous encourage à vous intéresser aux différents cas d'usage sur notre site. Et sinon, non, le sujet dont on a moins parlé, c'est le fait qu'on soit passé entre prise à mission. Enfin, je l'ai mentionné rapidement, mais en fait, pour nous, ça fait une vraie jointure entre les différents sujets qu'on a, et ça permet, au-delà des sujets de LBO, enfin voilà, ça donne un peu, enfin selon moi, hein, du sens à l'ensemble. Encore une fois, ça veut dire qu'on va révolutionner la planète ou se voir plus impactant qu'on est. L'idée, c'est quand même de se dire bah, qu'on bosse quand même sur des sujets qui sont intéressants, qu'on arrive à sauver des litres d'eau, économiser du CO2 et ainsi de suite. Et voilà. Et donc ça, à la fois, c'est motivant, c'est aussi quelque chose qui peut plaire dans les recrutements sur des personnes justement qui ont des postes fonctionnels où ils pourraient le faire ailleurs, un développeur, un comptable ou autre, autant le faire sur ces sujets-là. Et voilà, et donc ça c'est matérialisé avec un comité de mission où on est challengé là-dessus, audité, et on a même poussé enfin suivi une initiative qu'on trouve assez top qui s'appelle les dividendes climat. On essaie de matérialiser. Pareil, j'invite les gens à regarder. C'est une émanation de Team Force the Planet qui permet justement de quantifier cet impact et de le rendre de manière relativement symbolique, mais rigoureuse et scientifique aux actionnaires, quoi. Voilà. Donc c'est des dividendes climat comme son nom l'indique, quoi. Voilà, c'est peut-être l'autre sujet que j'aurais mentionné. Ouais. Je termine toujours ces interviews par un petit quiz avec des Ouais, c'est questions parti. improbables. Est-ce que tu es prêt? Vas-y, c'est parti. Alors, est-ce que tu es plutôt thé ou café? À thé. Combien par jour? Ouais, un ou deux, mais en tout cas zéro café, quoi. C'est pas mon Zéro truc. café. Si Simplicity pouvait parler, quel serait son mot préféré? Ouais, j'étais sur Impact. Enfin, c'est pas mal. Un peu classique, mais ça marche bien. Si tu pouvais embaucher un super-héros ou une personne connue comme co-CEO avec toi, qui choisirais-tu et pourquoi? Ouais, c'est pas simple. Euh, une personne connue, mais du business, ou ça peut être n'importe qui? Ouais, plutôt non, plutôt un acteur enfin un personnage de film.
Quelqu'un d'imaginaire. C'est pas simple comme affaire. Je sais pas, écoute, j'ai pas de nom qui me vient comme ça, mais en tout cas quelqu'un de qui a de l'humour, comme ça au moins on se marrait quoi. Ce serait quand même la base et ça fait partie des critères quoi. Quelle chanson pourrait être l'hymne de Simplicity? Alors, je vais faire simple. On a fait un séminaire, on a fait de la musique il y a 2 semaines, donc je vais Ouais, dire Imagine Dragons, Believer, c'est le nom de la chanson. Ouais. ouais, Believers. Ok. Cette question, ouais, elle va être un peu plus compliquée encore. Si tes concurrents étaient des personnages de dessins animés, qui seraient-ils? Wow, c'est pareil, je te dis, on a pas mal de concurrents différents. C'est pour ça qu'elle est compliquée dans ton cas. Dessin animé. Ouais, non, je t'ai trouvé un truc. Euh, Ouais, je sais pas comment le matérialiser. Je suis pas un expert de tous les dessins animés, mais je pense qu'on a quand même des concurrents. Et c'est pareil, c'est pas pour faire le faillot, mais on a des concurrents plutôt constructifs, quoi. Donc, je sais pas quel truc, mais un truc plutôt. Je te dirais pas de patrouille parce que c'est le Bic dernier que et j'ai vu, Coyote. mais de quoi? Ouais, J'allais dire aussi, Bic ouais. Non, non, pas de et Coyote. patrouille avec chacun sa couleur, sa spécialité. Hein, je trouve que c'est pas mal. Ok. Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé dans un déjeuner d'affaires? Euh, Alors, c'était pas chez Simplicity, mais j'écoute quand j'étais chez McKinsey, on était en Mauritanie et on Ouais. a mangé enfin, chez le client, en fait, donc on était au milieu du désert dans une mine. Et écoute, je sais pas trop ce qu'on a mangé, mais tout le monde était malade. C'était un carnage. Et donc, voilà, quoi. Ouais, je crois qu'il y avait du chameau, minima dans l'histoire, mais je pense qu'il y avait d'autres trucs, mais ça n'a pas été un grand succès, quoi. Si tu devais créer une mascotte pour représenter Simplicity, elle ressemblerait à quoi? Écoute, on n'est pas des champions du marketing et ainsi de suite. Euh, on a un espèce de, ouais, un logo du coup en forme de S, qui me rappelle un peu par moment, l'espèce de trombone dans Word. Je sais pas si tu vois à D'accord. l'époque, Ouais, je vois c'était très un bien, peu ouais. old school. Et je trouve que par moment, quand on lui met le logo des petites pattes et ainsi de suite, là, ça me fait un peu penser à ce truc-là. Et je trouve que ouais, c'est un petit clin d'œil vintage sur un truc tech, donc ce serait peut-être ça. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aurais-tu aimé entreprendre? C'est une bonne question aussi. Euh, je sais pas, je pense, enfin après, toujours un peu le truc de c'était mieux avant, mais je pense que quand même dans les années 90, il y a sûrement des trucs pas mal à faire. Enfin, en tout cas, jusqu'à la bulle Internet et ainsi de suite. Après, paradoxalement, donc je suis arrivé en 2019, on s'est assez vite pris un Covid. Je trouve que, enfin, on verra avec le recul, mais je pense que c'était aussi assez intéressant comme période, quoi. Enfin, en termes de, enfin, voilà, pour moi qui me faisait un peu les dents, c'était quand même assez sympa. Et Mhm. voilà. Et pareil, on a fait une super année sur 2011, on a eu un projet au Maroc, donc on a fait un espèce de saut au-delà du marasme pour pouvoir repartir ensuite sur d'autres trucs. Mais ouais, non, je pense qu'en fait c'est quand même une bonne époque pour entreprendre. En tout cas sur les dernières années. Là, voilà, on voit le positif. Il y a, je pense, des choses qui vont bouger entre les trucs de Trump et ainsi de suite. Enfin, enfin, voilà, les dernières années ont été quand même un peu spéciales, mais ouais, je pense qu'on est aussi, ouais, on est au bon endroit aussi pour faire des choses, quoi. Est-ce que tu es plutôt McDo ou gastro? Ça dépend. Plutôt gastro en temps normal. J'ai une petite tradition de faire un McDo au début de chaque vacances. Donc, dire ça dépend du moment. Et du coup, est-ce que tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir? Ça dépend pourquoi. C'est ça la question. Ouais. Euh, Quel moment tu préfères, quel moment te stimule le plus? Le lundi matin, quand tu sais que ta semaine démarre et que tu as plein de choses à faire, ou le vendredi soir, quand tu te retournes, voir tout ce que tu as fait non, et ouais, profiter du week-end. plutôt lundi matin, voilà. Enfin, plutôt le lundi matin. Et après, plutôt samedi soir, si c'est pour avoir réussi à bien déconnecter du boulot, parce que ça fait partie aussi du truc. Et voilà. Et je pense que c'est assez classique, mais le dimanche soir, c'est pas le moment préféré non plus. Quelle est la chose la plus étrange que tu aies dans ton bureau? Ce que j'ai,
Non, c'est pas étrange, mais du coup, enfin non, c'est pas spécialement étrange, mais en tout cas c'est notable parce que c'est dans le background, voilà, à l'arrière-plan, je suis pas au bureau, qui a un maillot de rugby du MHR, donc l'équipe de rugby de Montpellier, euh, où du coup Berthaud a été sponsor pendant quelques années, et donc on l'avait fait signer par Daniel Herrero qui était venu à une conférence. Et du coup, c'est un super souvenir. Le gars avait parlé pendant 2 heures et demie, était en transe, avait mobilisé tout le monde. Et c'était quelques mois avant le Covid, donc bah, pareil pour mobiliser les troupes, j'avais pu m'appuyer sur quelques punchlines qui nous avaient sortis. Et donc voilà, donc j'ai ce maillot dans mon bureau qui a un souvenir assez vivide, comme les Anglais, sur cette période-là et sur voilà, sur un peu l'histoire de Simplicity et notre histoire, quoi. Donc, c'est pas étrange, mais c'est notable. Bon. Écoute, bah déjà, je te remercie pour le temps que tu nous as consacré. Si des auditeurs souhaitent te contacter, quel est le meilleur canal pour venir vers toi? Bah, LinkedIn, ça marche assez bien. Et puis, ouais, puis après, la page de Simplicity ou autre, on est relativement accessible. Bah, super. Écoute, merci beaucoup pour ton temps, Maxime, et puis à très bientôt. Ouais, merci pour tout. À très vite. Ciao.